Oui, merci. Merci pour l'échange très riche de ce matin. Moi, j'étais un petit peu sur ma faim parce que j'avais l'impression qu'il y avait deux possibilités. Soit on agit localement, on accueille les gens chez soi, on est dans une association et tout ça, et on a le droit d'être gentil avec les migrants. Soit on est en responsabilité politique, et dans ce cas-là, il faut être réaliste. La France coule et on ne peut pas accueillir tout le monde, et donc on n'a pas le droit d'être gentil. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des solutions politiques, donc à grande échelle, euh, faisables par des dirigeants qui sont réalistes, qui veulent le bien de leur peuple, mais qui ont conscience de la nécessité de prendre soin aussi des populations du pays dont viennent les gens, et qui soient, enfin, en pensant plus loin, parce qu'on ne peut pas rester sur une impossibilité, il n'y a pas d'alternative, c'est pas, on peut faire mieux, et on est chrétien en plus, donc il faut avoir un peu d'imagination. Est-ce que ça ne se fait pas déjà aussi un petit peu? Qu'est-ce qu'il veut répondre à ça? Oui, moi j'aurais une solution mais qui est assez hétérodoxe et qui ne fera pas l'unanimité. Je pense que ce serait, quand vous voyez l'état aujourd'hui de l'Afrique principalement, en fait, comment faire autrement que mettre de toute façon ces pays sous une sorte de tutelle, en fait, qui serait sous l'égide de l'ONU ou quelque chose comme ça, pas une colonisation évidemment, ce ne serait pas du tout dans notre intérêt direct, mais comment faire en fait quand vous voyez que ces États sont tous faillis, en fait, et il n'y en a quasiment aucun qui arrive à se débrouiller tout seul et à s'occuper de sa population, qui en plus est une population dans une explosion démographique. Voilà, moi c'est une solution que je verrais. Sinon, en fait, voilà, on va gérer des flux, comme ils disent, hein, on va les arrêter de temps en temps, après ils vont revenir, etc. Ou alors, on met la moitié de la France en fait, au service de l'arrivée de ces migrants, mais ça me semble aussi quelque chose de compliqué. Non, mais je pense que typiquement ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays, sans parler des migrants, mais toutes les histoires de gilets jaunes, etc. On voit bien qu'il y a dans la population française un certain nombre de gens qui, pour des raisons qu'on ne va pas apprécier maintenant, ce n'est pas le but de notre rencontre, mais réagissent en disant en fait on s'estime, on souffre, on s'estime maltraité, on s'estime insatisfait de notre sort, et on ne trouve pas de médiation suffisante pour se passer d'y aller nous-mêmes. Donc on y va nous-mêmes. Voilà. Je trouve que c'est, pour le coup, moi je me réjouis de cette prise de conscience. C'est-à-dire que l'État, il y en a un peu ras-le-bol d'imaginer que l'État, cette espèce de superstructure complètement détachée de toute réalité humaine, et que c'est l'État qui fait, l'État qui fait. Et l'État, c'est rien. En fait, l'État, c'est rien. Ou alors on est dans un État totalitaire et le citoyen n'est plus rien. Moi, je pense qu'il y a une responsabilité personnelle, politique, d'investissement. Quand j'évoquais tout à l'heure le fait que, pour me faire comprendre, je vais prendre cette comparaison-là. On a tous dans nos vies, pour des raisons diverses, l'occasion de s'occuper de quelqu'un. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un proche, un voisin, quelqu'un qu'on aime, et par sa santé, pour des questions psychologiques, financières, on peut être amené à s'en occuper. Et on voit tous très bien combien s'occuper de quelqu'un, c'est considérable en temps donné, en énergie donnée, en fatigue, en dépenses multiples et variées. Donc s'occuper de quelqu'un, c'est un investissement personnel énorme. Et en même temps, c'est quelque chose de magnifique, même si parfois c'est épuisant. Voilà, c'est que c'est ainsi. Mais moi, je pense qu'il y a, quand je disais tout à l'heure, où est ton frère? Voilà. La question, elle est en fait, comment est-ce que nous, on accepte de s'occuper les uns des autres? Et de s'occuper non seulement de ce qui se passe à Lyon, à Paris, à Marseille, mais aussi de ce qui se passe ailleurs, plus loin. D'aller aider l'autre quand je peux, d'aller aider l'autre là où il est, chez lui. Alors, mise sous tutelle, tu vois, un peu compliqué, mais c'est cette espèce. Il faut qu'on sorte aussi de ce clivage noir-blanc qui nous tue. Qui nous tue. Voilà. Il y en a ras-le-bol que les uns soient en permanence paranoïaques et que les autres soient en permanence culpabilisés. On est d'abord des frères. On n'est pas des ennemis. On n'est pas des gens qui devront nous méfier les uns des autres. Et moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à vaincre ça. Et que si les chrétiens ne sont pas capables de pouvoir être prophètes de ça, on ne sert à rien. On ne sert à rien. On a forcément une mission prophétique dans ce monde.
y compris dans la manière dont les uns et les autres sont en relation et essaient de s'aider et de grandir. Un autre exemple très, très simple, mais parce que j'en parlais tout à l'heure avec l'un d'entre vous. Parmi les migrants qui arrivent aujourd'hui en France, il y a de plus en plus, ça reste une minorité, mais il y a de plus en plus de femmes. En tout cas, elles sont de plus en plus nombreuses. Et les circonstances du voyage font que, évidemment, malheureusement, elles subissent moult agressions, notamment des viols. Et quand elles arrivent en France, elles peuvent évidemment aussi être malheureusement violées ou forcées. Bref, des femmes qui se retrouvent enceintes. Aujourd'hui, une femme africaine ou afghane qui arrive en France, qui est enceinte, elle va voir les services sociaux, qu'est-ce qu'on lui propose? Le planning familial, l'avortement. Est-ce que vous imaginez ce que représente pour une femme africaine ou afghane cette simple proposition? Est-ce qu'on peut l'imaginer une seconde? Nous, on est tellement anesthésiés que ça nous semble, pas nous, mais presque, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Mais voilà. Et bien là, je pense que typiquement sur ce point-là, on ne peut pas rester en disant, vous n'avez qu'à vous démerder. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a une autre question en public? Moi, je me demandais si j'ai jamais la question, mais si ce que proposait le pape, quand il disait qu'il fallait que chaque paroisse accueille une famille, c'était pas à comprendre comme une solution politique en fait à la question. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans la discussion de ce matin, on a réduit le mot politique au mot étatique. Et le problème, c'est que la politique, elle ne naît pas au même moment que l'État, en fait. Elle naît avant l'État. Et la politique, elle naît lorsque une communauté s'organise et essaie de poursuivre un certain bien. Et donc, est-ce qu'en fait, on ne réglerait pas beaucoup de problèmes, notamment entre chrétiens, sur cette question? C'est aussi qu'en fait, il y a un accueil inconditionnel à avoir de chaque personne pauvre, et notamment de chaque migrant, aujourd'hui, et qu'il faut que chacun prenne sa part et constitue des communautés suffisamment vivantes et suffisamment, par conséquent, accueillantes pour accueillir ces migrants, puisqu'au fond, il n'y a qu'une communauté qui puisse être accueillante. Et je ne sais pas combien il y a de paroisses en France, mais il y en a à peu près 60 000, je pense. Donc ça fait 60 000 communes, parce que ça coïncide. Il y a 36 000 communes. 36 000. Il y a malheureusement moins de paroisses que de communes. Il y a moins de communes. Moins de paroisses que de communes. Mais 30 000 paroisses. Tout ça, si ça s'organise, ça peut résoudre, je sais pas, si on accueille chaque année dans chaque paroisse une famille de migrants, on résout largement la question, et en plus, on subvient par nous-mêmes, de manière autonome, à leurs besoins, on les accompagne, on les intègre dans le bon sens du terme. Voilà, et ça, c'est une solution politique. En fait, comme on est français, on est habitué à penser toujours le politique par la médiation de l'État. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est par rapport à la question qui a été posée. C'est vous qui avez posé la question tout à l'heure. J'ai quand même envie de répondre, j'ai un petit malentendu. Si vous avez compris qu'on a le choix entre protéger la solidité de la société en étant, je dirais, dur dans les politiques migratoires, dans les politiques d'accueil, et ça c'est politiquement correct, ou bien être chrétien généreux, peut-être à l'excès, et en accueillant tout le monde, et que ça c'est... non. Il y a... Enfin, je pense qu'il y a des politiques publiques possibles qui préservent à la fois la nécessité du développement des pays du Sud et du traitement à la racine des causes de migration, enfin, comme le dit Monseigneur Sinetti, on est un peu d'accord là-dessus, hein, et aussi la réelle dignité de l'accueil des personnes qui sont là. Je dis bien qui sont là. Et ça, c'est une politique chrétienne responsable, possible, finançable, ça. Enfin, on n'est pas forcément d'accord techniquement, je dirais, mais en tout cas, moi je dis c'est possible, il ne faut pas opposer les deux. Après, sur ce que vous proposez sur les paroisses, ce que je peux simplement dire, parce qu'André est là, je ne sais pas s'il est toujours là, il est parti, il est là. Donc je vais prendre la parole pour lui, mais à Lyon, donc il doit y avoir 70 paroisses qui accueillent. Non, mais qui accueillent.
voilà, c'est ça, 70 paroisses sur 91 qui accueillent via des associations paroissiales ou plus que paroissiales, peut-être 250 familles, on va dire, ou personnes. 500 personnes au total. Donc, on le fait déjà. On le fait déjà. Et pour moi, la vertu de ça, ce n'est pas de résoudre des questions de politique publique, c'est de développer de la rencontre et du changement de regard. Parce que, néanmoins, on n'est pas à l'échelle. Alors, on serait à l'échelle, enfin non, on n'est pas à l'échelle, je ne pense pas. Parce qu'il y a une répartition territoriale inégale des migrants. Après, attention, il ne s'agit pas de prendre en charge, ça aussi c'est un truc, il ne s'agit pas de prendre en charge la vie courante des personnes à l'infini. Enfin, c'est pas du tout ça, l'attitude chrétienne, enfin, et puis c'est ce qu'on essaie de faire dans nos associations, c'est de développer les conditions d'autonomie des personnes. Attention, hein, parce que sinon ça devient des assistés, et les pauvres ne veulent pas être des assistés, les associatifs ne veulent pas d'assistanat, les politiques ne veulent pas d'assistanat, on est tous d'accord. Juste quelques remarques sur d'accueillir en paroisse, qui je pense est une excellente idée, mais qui souffre plusieurs contradictions. D'une part, je pense qu'il y a plus de personnes immigrées légalement ou illégalement en France que le nombre de paroisses. Deuxièmement, il y a assez peu de familles dans ce qu'on voit dans la rue. Moi, j'en ai près de chez moi, en plein Paris, c'est que des hommes entre 20 et 30 ans, afghans ou d'origine africaine subsaharienne, qui sont accueillis dans l'ancien hôpital de Saint-Vincent-Paul, qui sont tous dans la rue. Il y a 400 dans la rue entre 20 et 30 ans. Il n'y a pas une femme, en fait, donc elles sont peut-être ailleurs dans d'autres centres, mais ce ne sont pas des familles. Et troisièmement, tu dis que la politique, c'est pas l'État. Dans les instruments extérieurs, en fait, de régulation par la police ou par la douane, etc., là, c'est l'État, en fait. Donc, est-ce qu'on le principe, c'est qu'on laisse rentrer qui a envie de rentrer, parce que le pape François dit qu'il fallait faire tout ça. Et dans ce cas-là, oui, il y a plus d'instruments régaliens de l'État, et on les gère à chaque fois qu'ils sont arrivés. Mais il y a quand même toujours une intervention de l'État qui se fait, à mon avis, en tout cas au niveau des frontières. Moi, je voudrais dire qu'il y a une catégorie de gens dont on parle en France, on ne parle pas du tout, c'est le nombre de bénévoles. Il y a en France énormément de bénévoles qui font un très gros travail au niveau de cet accueil. Moi, je suis président d'un centre de 2 centres sociaux à Châtelet-Léfile. De l'accueil, nous en faisons absolument tous les jours. Et on ne se rend pas compte, nous avons 100 bénévoles au centre social qui s'occupent, et nous on a essentiellement effectivement des familles en précarité. Nous sommes une commune avec 3 quartiers en veille active, plus tous les quartiers de la ville ici. Et je pense qu'en France, on dit toujours qu'on est un pays généreux, et ces gens-là sont effectivement des gens qui donnent beaucoup. Il y en a beaucoup de bénévoles qui s'occupent. J'ai été aussi au centre catholique, donc je sais. Voilà, et c'est l'État, pour moi, l'État, c'est des gens qui prennent des décisions politiques et financières. Il faut donner au bénévolat toute son importance, parce qu'en France, on a énormément de gens qui s'occupent de ces catégories de personnes. Et d'ailleurs, si je peux renchérir sur ce que vous venez de dire, moi je me souviens d'une conversation avec le commissaire de police du 18e arrondissement de Paris, il y a 1 an, à l'époque où il y avait encore si vous avez été porte de la Chapelle, à ce moment-là, vous voyez bien une bulle qui était une espèce de centre de tri, quoi, pour les personnes qui venaient et un accueil de jour, un accueil de nuit, enfin, on trouve des mots moins barbares pour dire des choses qui le sont quand même un peu. Et ce commissaire de police me disait, porte de la Chapelle, donc, il me disait qu'il n'y aurait pas les paroisses et les associations, il y aurait la guerre civile. Parce que clairement, il y a un travail humanisant qui est remarquable. Et c'est vrai qu'il y a un génie. Parler du site des grands voisins, de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Moi, je discutais avec les responsables de l'accueil de jour de ce centre il y a quelques temps. Là. C'est l'association Aurore qui dirige ce centre, qui se voit confier la gestion de ce centre. Quand on parle avec les bénévoles, on sent même qu'il y a une espèce de génie à pouvoir trouver les moyens pour humaniser les choses. Elle me disait, je vous cite ça parce que je trouve ça assez touchant en fait. Donc ils ont effectivement une foule tous les jours de 4, 5, 6, 700 personnes parfois. Ils font la queue, et ils savent, eux, qu'à la fin de la journée, il n'y en a que 25 qui vont rentrer, qui auront pu rentrer. Donc il y a un problème, parce que les gars, ils reviennent le lendemain, et puis du coup, ils se battent, parce qu'ils disent « Moi, j'étais hier là, et puis j'en ai marre, ça fait 2 semaines que j'attends, et puis lui, il est passé devant moi, etc. » Et du coup, ils ont trouvé un moyen qui est tout simple, c'est qu'ils les prennent en photo.
Et donc chacun a sa photo dans la position de la queue. Et le matin, quand ils arrivent, ben, ils savent où ils sont parce qu'ils ont la photo. Du coup, c'est pas discutable. Je trouve que humainement, c'est magnifique. Voilà. On aurait, pardon, ça serait une file devant l'assistance, devant les services sociaux. Ils auraient un ticket et puis on leur aboierait dessus. Voilà, parce que les gens n'auraient pas le temps de s'en occuper. Et là, les bénévoles, il y a une disponibilité, il y a une attention, il y a un souci, quoi. Qui est très, Nous avons très... estimé cette année le temps de nos bénévoles à 6400 heures. Par an. 100 bénévoles pour un centre social. Nous avons accueilli 1500 personnes, nous avons 1500 adhérents, 1500 jeunes pris en charge, 250 élèves pris en classe scolaire. On a évalué le nombre d'heures à 6. J'ai une question. Est-ce que justement, en tant qu'associatif, vous diriez qu'avec la dernière loi Asile-Immigration, il y a un antagonisme entre l'État, la loi et l'action des bénévoles de terrain? Parce qu'on entend parfois que le premier accueil, par exemple, ne peut plus se faire de manière inconditionnelle et que les bénévoles ne peuvent pas exercer leur accueil d'une manière tout à fait humaine à cause de certaines lois. Donc est-ce qu'il y a un antagonisme entre la volonté de l'État de réguler et l'action des acteurs du terrain? Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question parce que je ne vois pas à quoi ça fait référence. Ce que je peux dire simplement... C'est au niveau des frontières plutôt que... Ah, ouais. les centres de rétention. Voilà. Ouh là là. Ou alors, ouais. Oh là là. Alors, non mais, enfin, comment dire, il y a une loi asile-immigration qui a débarqué cette année, on ne sait pas bien pourquoi, elle n'était pas au programme de Macron. Ce qu'on a fait, nous, simplement au niveau, par exemple, du Secours catholique, on a rencontré 150 députés, parce qu'un peu partout en France, et ici aussi, enfin, non pas on les a rencontrés, mais on leur a permis de rencontrer des personnes migrantes de différentes situations, et d'échanger avec elles. L'idée de départ, c'était « Vis 24 heures de ma vie », alors ça nous ferait du bien à tous, mais ce n'était pas 24 heures. Mais voilà, pour que... Voilà. Donc on a organisé ces échanges-là, parce qu'effectivement, cette loi, dès le début, le Conseil d'État a dit qu'elle ne servait à rien. Le Conseil d'État ne s'exprime pas de cette manière-là d'habitude. Bon, on ne va pas rentrer dans des tas de détails extrêmement techniques, mais je dirais pas qu'il y a un antagonisme. Je dirais qu'il est souhaitable aussi de prendre en compte la réalité quand on fait des textes de loi, et ça commence par « ma vie, 24 heures ». Moi, j'aimerais aussi avoir votre avis sur les couloirs humanitaires qui sont mis en place, notamment donc, à l'initiative de Santé Gidio, mais en partenariat avec les Églises de France, les protestants, et il y a le Secours catholique, enfin, bref. Voilà, est-ce que c'est en convention avec l'État? Est-ce que c'est un système qui peut se développer? Voilà, est-ce que c'est une des solutions pour bien l'intégrer? Alors, peut-être justement pour dire deux mots de ce que sont ces couloirs humanitaires. En fait, c'est un accord qui a été proposé notamment par l'association Santé Gidio, que vous connaissez sans doute, qui est une association de mouvement catholique italien, bref, et qui a donc une convention qui a été signée avec différents États européens, dont la France, je crois la Belgique, Andorre et l'Italie. Et ces conventions permettent que Santé Gidio puisse, depuis le Liban, où les camps de réfugiés où ils travaillent, trouver des familles qui puissent venir dans ces pays signataires pour s'y établir, étant entendu qu'elles sont ces familles accueillies par des familles locales qui les prennent en charge avec Santé Gidio qui accompagne le tout pendant un temps de mise en situation de découverte de la société française. C'est un travail. Moi, je suis allé au Liban il y a 3 semaines. J'ai passé 2 jours avec les bénévoles de Santé Gidio dans les camps de réfugiés syriens. C'est un travail absolument admirable. C'est de la haute couture. Mais de toute façon, il faut se résoudre à penser qu'on ne pourra avancer que par de la haute couture. Et que les questions de gestion de masse, en fait,
Ça peut donner des cadres, hein, mais la réalité de l'accueil, il se fait dans la rencontre. La rencontre, c'est de l'agriculture, c'est du temps passé, de l'énergie donnée. Et c'est vrai que moi j'ai rencontré par exemple on voit comment l'association sur place prépare ces familles à partir. Des gens qui ont vécu 6-7 ans dans les camps de réfugiés au Liban, des Syriens et Irakiens pour l'immense majorité, enfin même c'est que des Syriens et des Irakiens, de temps en temps Palestiniens, mais c'est assez rare, et ils les préparent à partir, c'est-à-dire qu'ils leur parlent du pays dans lequel ils vont arriver, ils leur présentent ce pays, ils essaient d'apprendre les rudiments de la langue pour qu'ils puissent savoir quelques éléments. Et puis quand ils arrivent, moi j'ai été 2 fois accueillir à Roissy des familles qui arrivaient comme ça, à l'aéroport de Roissy, vous avez des familles qui viennent de Troyes, de Dijon, de Metz, et qui arrivent pour récupérer leurs hôtes, voilà, qu'ils amènent sitôt débarqués de l'avion chez eux, là où ils vont loger, et le lendemain matin, les enfants sont scolarisés, c'est-à-dire que tout est prévu. Voilà. Donc c'est absolument remarquable comme travail. C'est absolument remarquable. Alors ça représente, c'est tout petit, ça représente, pour l'instant, ils en sont à 80 ou 90 familles en un an. Voilà. Est-ce que ça ne peut pas se développer, ce genre d'initiative? Est-ce que ça ne pourrait pas être à venir? C'est ce qu'on appelle les migrations surordonnées et régulières. Et c'est l'objet un des objets de l'accord qui sera signé la semaine prochaine ou dans 10 jours au Maroc, ce qu'on appelle le Global Compact, qui est justement la première tentative de mettre en place une concertation internationale sur les migrations et pas seulement sur le droit d'asile. Ce texte posant, à mon avis, certains problèmes, dans le sens où il fait l'apologie de la migration de manière générale en disant que c'est le destin de l'humanité et que c'est ça vers quoi on doit aller. Enfin, il est assez idéologique dans le J'avais une question pour Jacques de Guillaume, particulièrement, parce que j'ai échangé avec Patrick tout à l'heure sur la question du nombre de morts qu'il y avait en Méditerranée, 17 morts. Il disait, moi je résous le problème en renvoyant le bateau là d'où il vient. Est-ce qu'on peut réellement proposer ça, les bateaux qui viennent de Libye? Est-ce qu'on peut ça a déjà été un peu résolu pour la Libye, là, avec les accords avec l'Italie, etc. Et ils ont créé des genres de hotspots, comme ils disent, en Libye, sachant que la Libye elle-même est plus organisée aujourd'hui qu'elle l'était il y a quelques années. C'est moins l'anarchie, c'est moins le chaos, si, dans certaines régions, en fait. Je t'assure. Et donc, la filière libyo-italienne a été coupée, là, aujourd'hui, passe beaucoup plus par l'Espagne, en fait, parce que ça se déplace, en fait, à chaque fois, que par là, en fait. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup moins de morts, là, depuis 6 mois, passant par là, parce qu'il y a beaucoup moins de bateaux. Et tant mieux, mais ça s'est déplacé. Mais donc, du coup, cette question-là a été réglée, en fait. Juste en complément, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des quantités de jeunes majeurs ou de mineurs qui arrivent et qui jusqu'à ces derniers temps, parce que maintenant, effectivement, ça commence à être bien bouché, passés par la Libye, quasiment 100% ont été victimes d'esclavage humain sous différentes formes en Libye au passage. De dire je renvoie les bateaux, en fait, pour qu'ils ne meurent pas, c'est pas un dilemme. Après, si on les renvoie dans un lieu qui est un enfer, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais Thomas qui disait on doit d'abord s'occuper des gens qui sont dans... On est d'accord. Après, la question, c'est comment ils sont arrivés là, en fait, aussi, et quelle est la filière de passeurs depuis le début, en fait. C'est ça la... C'est ce qu'il me disait, voilà. mais il y a une temporalité à gérer quand même. Non, mais évidemment, si on récupère un bateau et qu'on sait qu'en le renvoyant, ils vont être semi-esclavagisés, on ne le fait pas et on les accueille, ça, c'est sûr. Mais tout en créant une pompe aspirante, etc. Parce que ça aussi, il y a eu ainsi un jeu avec les ONG qui était un jeu à la con aussi. Quoi. Des passeurs qui lancent le bateau à 2 km du rivage libyen et qui savent qu'on va venir les récupérer, en fait, et démerdez-vous. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a bien un flux structurel, donc temporellement, il faut intervenir. Il y a l'urgence et le long terme. Et dans l'urgence, c'est ce qu'on appelle une posture plus accueillante à avoir. Une autre question? Je crois que tu avais une question. Bonjour, donc c'est une question pour vous, monsieur Paul Pierre. Je sais que le Secours catholique a une mission également auprès des personnes accueillies inconditionnellement. Je crois savoir, en tout cas, pour les aider à établir leur histoire. Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire les aider à raconter, à reformuler ce qui s'est passé, sachant que
il y a évidemment pour beaucoup de personnes des vraies difficultés liées à des traumatismes psychologiques. Tout à l'heure, vous parliez de la pédagogie de la rencontre. Est-ce que vous acceptez de nous parler un petit peu de la démarche qui est faite et en quoi les difficultés rencontrées dans cette démarche auprès des personnes migrantes? C'est vraiment une question, mais si vous pouvez nous parler un petit peu de ça. Vous avez une idée. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, alors, il n'y a pas que Secours catholique, hein, beaucoup d'associations, on le fait nous aussi, c'est, en fait, dans le cadre du droit d'asile, la procédure veut que la personne doit établir son récit. Et donc, la procédure, c'est une forme de procédure administrative, mais c'est un peu comme une procédure juridique aussi, si vous voulez, où il s'agit de fournir des preuves, entre guillemets, que effectivement vous relevez, en l'occurrence de la Convention de Genève, c'est-à-dire vous avez été victime de persécution pour des motifs politiques, religieux, etc. Et vous avez raison de dire que les personnes qui arrivent ici et qui donc ont un délai assez court pour déposer leur demande d'asile, elles doivent faire leur récit. Et elles ont traversé, vous parlez de la Libye, donc elles ont subi le traumatisme du départ, des fois, souvent des événements graves. Ensuite, la traversée éventuellement du Sahara ou en venant d'Afghanistan ou autre. Ils ont passé 6 mois et plus en Libye comme esclaves. Alors selon le sexe, c'est un peu différent type d'esclavage. Je ne développe pas. Et ils arrivent en France et ils sont censés être sauvés. Sauf qu'ils sont dans un état psychologique parfois, malgré une résilience hallucinante en fait, hein, qui rend difficile pour eux l'expression de ce qu'ils ont vécu dans un délai bref, c'est-à-dire qu'ils ont besoin des fois d'un sas de décompression. Et en fait, et qui plus est, au fur et à mesure de leur parcours, et malheureusement, y compris ici en France, avec certains militants associatifs, on ne va pas rentrer dans les détails, ils sont soumis à toutes sortes d'injonctions ou de discours. Il faut dire ça, il faut faire ça, il faut dire ça, il faut faire ça, il ne faut pas dire ça, etc. Alors qu'en réalité, leur intérêt, c'est de dire juste la réalité. Et donc, vous avez raison de dire que dans certains cas, et donc nous, on les aide effectivement à faire ces récits. Enfin, en fait, c'est pas nous, c'est le Forum Réfugiés les aide à faire les récits parce que ça fait partie je dirais, de l'aide publique. Et après, quand ils font un recours auprès de la CNDA, il y a un centre d'associations qui aide à faire des recours. Mais c'est tout à fait vrai de dire que parfois, plus souvent qu'on ne croit, en fait, l'ensemble des éléments ne sort pas. Et qu'il y a parfois besoin de temps ou d'un choc psychologique ou d'une qualité relationnelle pour en arriver là, c'est-à-dire d'une confiance, d'une compréhension, mais ça, il y a des gens qui ont du talent pour ça, pour effectivement, finalement, dire ce qui m'est vraiment arrivé, qui est parfois du registre de l'indicible, et qui va faire qu'effectivement, il n'y aura pas de débat, enfin, sous réserve d'amener des éléments de preuve. Donc après, les éléments de preuve, c'est parfois compliqué, mais au moins, intime conviction de l'officier instructeur, pour effectivement accorder l'asile. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je rebondis du coup parce que ce qui me frappe, c'est que parfois il y a des représentations dans la société française qui ont quand même peut-être un fondement aussi, c'est-à-dire qu'on voit aussi les migrants comme une menace, notamment par rapport à l'islam radical. Il y a eu beaucoup quand même là vous parlez de victimes qui ont vécu des choses épouvantables, et dans les représentations, il y a une menace parmi les migrants. Est-ce qu'on arrive à la mesurer? Est-ce que vraiment il y a beaucoup de menaces terroristes, de possibles terroristes qui sont cachés parmi les populations de migrants? Est-ce que finalement c'est pas juste une rhétorique pour éviter de voir à quel point on a affaire à des gens en souffrance? Voilà. C'est une question que je me pose. Il y a un énorme décalage en fait entre le discours associatif et les représentations de la société française. Moi, ce que je peux d'abord, c'est que je ne suis pas le bon interlocuteur. Ensuite, vous pourriez poser une question sur la fraude fiscale. Et alors, à mon avis, là, vous avez des bataillons beaucoup plus développés. Donc, il n'y a pas de doute que parmi le million qui est arrivé en Allemagne, il y a quelques djihadistes qui se sont glissés. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais regardez ce qui est écrit de sérieux ces derniers temps sur c'est quoi la mouvance vraiment djihadiste en Europe. C'est pas des grandes quantités. Donc, c'est franchement la goutte d'eau. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est la goutte d'eau. Du côté de la fraude fiscale, les montants annoncés sont plus importants.
Jacques de Guibon, un mot sur cette... Non, mais juste dans les faits, on sait qu'il y a quelques-uns des terroristes du Bataclan qui étaient passés par la filière des Balkans, qui s'étaient introduits là-dedans, en fait, voilà. Mais oui, c'est juste un fait, on sait qu'il y en a quelques-uns. Après, voilà, la fraude fiscale, ça fait moins de morts que le terrorisme, en l'occurrence. En tout cas, directement, quoi, voilà. Fermer les frontières, c'est un argument qui reprend tout le temps pour fermer les frontières. Est-ce qu'il vous semble pertinent cet argument en disant parce qu'il y a une mytho, on ne prend pas le risque, donc on ferme? Non, après, le problème, c'est qu'il n'y a pas que les terroristes, il y a aussi le problème salafistes, etc., qui ne sont pas des terroristes et qui sont. Pas qui sont. Oui, c'est lié dans le sens où c'est bien l'islam, mais oui, on peut vouloir limiter une certaine immigration venue de pays musulmans à cause de l'installation de lieux salafistes en France, qui ne sont pas du tout des terroristes, mais qui instaurent un mode de vie avec lequel on n'a pas envie de cohabiter. Même si c'est de l'ordre de 0,2% vis-à-vis de reste, 99,8%. Ah non, je ne dis pas que c'est la seule. Il y a d'autres raisons en fait de vouloir limiter l'immigration, c'est pas la seule. Mais oui, les histoires, il y en a des milliers. Moi, il s'est trouvé qu'est arrivé un jour à notre accueil une très jeune femme. Dieu merci, les bénévoles qui ont l'œil, quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit mais c'est qui celle-là? Donc nigériane, un peu en mode panique. On a trouvé bizarre, on a eu la bonne idée d'appeler, comment ça s'appelle, la police des mœurs, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et elle a été immédiatement. Et en fait, l'officier au téléphone m'a dit oui, mais en fait, ce nom-là, en fait, il y a bien de bonnes chances que son oncle ou son père soit effectivement un proxénète nigérian bien connu de nos services. Et cette jeune femme, aujourd'hui, donc on va dire 3 ans ou 4 ans après, ça y est, elle est intégrée. On a réussi à la fois, enfin pas nous, mais à lui faire échapper un peu aux mailles du filet de ce filet-là et à l'intégrer avec une multiplicité de solidarité, d'enseignement catholique, de tout ce que vous voulez. Et voilà, elle est sur une formation et compagnie. Donc voilà, c'est aussi une réalité. Bon, donc des filières, des réseaux, il y en a. Des victimes de ces filières et de ces réseaux, il y en a aussi. Seigneur de Cité, c'est une peur que vous ressentez aussi dans vos paroisses? Il y a une stupeur. Je pense que la question de l'islam, parce que c'est la question de l'islam en fait la difficulté, c'est d'abord ça qui nous est posé. Il faut quand même avoir en tête que les 6 à 8 millions de musulmans qui sont en France, qui sont français pour la plupart, ou qui sont en France, ce pas des réfugiés arrivés il y a 3 ans, c'est des gens qui sont arrivés pour la plupart il y a déjà plusieurs dizaines d'années, qui sont maintenant la 2e ou 3e génération, et qui sont, qu'on le veuille ou pas, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en lamente, qui sont français comme nous sommes sans doute tous ici. Mais qui posent une question à notre société aussi, parce qu'il faut aussi entendre ça. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui une vraie misère de l'islam en France qui n'est pas d'abord une question culturelle, qui est une misère intellectuelle. C'est-à-dire que, moi l'autre jour, je vais raconter une histoire, l'autre jour j'étais avec des amis, on commande un truc Uber Eats. Voilà. Le livreur arrive on avait commandé des trucs de quoi dîner, puis il y avait 4 canettes de bière. Le livreur arrive en fait chez moi, je descends et je dis au gars, il me dit prenez le sac dans mon top case de scooter. Le gars, je lui dis je veux bien, enfin vous pourriez le prendre aussi. Il me dit je touche pas parce que c'est de l'alcool. Et je lui dis mais mon ami, t'es pire que la paysanne sicilienne du 19e siècle. Je veux dire, c'est de la superstition à l'état pur. Et jamais l'islam n'enseigne que toucher à de l'alcool rend impur. C'est l'ivresse qui est proscrite. C'est l'alcool qui est proscrit comme boisson qui procure l'ivresse, mais toucher de l'alcool. Où est-ce qu'on voit que c'était? Donc on voit bien qu'on est dans une religion qui s'exprime majoritairement dans notre pays dans une forme très superstitieuse. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, ce qui constituait le peuple, les classes laborieuses, voilà, il y a d'un côté, on va dire, mais il y a les musulmans. L'islam est aujourd'hui, de manière massive, la religion du peuple. C'est ainsi. Parce que ceux qui ne sont pas musulmans ne sont pas religieux. Ils sont areligieux. Parce qu'ils sont plus baptisés, parce que les Français blancs de souche, il y en a un baptisé pour 3 naissances. Donc,
Et on sait bien dans quelle sociologie les baptêmes sont célébrés majoritairement. Donc, c'est ça la difficulté pour nous aujourd'hui, à comprendre, et c'est très bouleversant dans notre vision de notre société. Les plus petits, majoritairement, c'est-à-dire ceux qui se sentent les plus déclassés, on peut parler de ça à l'infini, il y a beaucoup de gens ceux qui sont religieux sont très souvent musulmans. Ça pose des questions. Et je pense que là-dessus, on ne peut pas faire porter cette responsabilité-là à ceux qui arrivent aujourd'hui. Ils n'en sont pas responsables. Il faut aussi se rappeler que parmi les terroristes du Bataclan, il y avait certes des gens qui sont montés par les filières syriennes, etc. Il y avait beaucoup de gens qui étaient français, nés en France, y compris des catholiques, baptisés catholiques, devenus musulmans. Donc c'est plus complexe. Et pourquoi? Parce que dans notre société qui est sans Dieu, qui a rejeté toute transcendance, sinon celle de l'argent, voilà, eh bien, la seule révolte possible aujourd'hui, pour bien des jeunes, elle consiste dans l'islamisme. C'est pas une excuse. Évidemment pas. C'est une explication. Et que l'islamisme aujourd'hui va attirer des jeunes qui se sentent en révolte profonde contre la société, comme les mouvements anarchistes hier, comme la bande à Bader, comme les punks, comme toutes ces modes plus ou moins mortels et assassines que l'histoire connaît par spasme. Mais voilà, il faut être conscient de ça aussi. Et je pense que nous n'avons pas d'abord à craindre d'être envahis par des terroristes qui s'infiltreraient comme des cinquièmes colonnes dans des cohortes de réfugiés qui viennent chez nous. Nous avons à craindre que des terroristes surgissent de chez nous, avec des passeports français, ou belges, ou européens, voilà, et qui choisissent ce mode d'action pour nous dire, votre société, on veut la faire péter. Parce que souvent, ils sont, au niveau religieux, totalement nuls, incultes. Voilà. Je dis, ils sont superstitieux, et leur discours, moi, une fois, j'ai indexé avec un gars qui disait, moi, j'étais catholique, machin, etc., je me suis converti à l'islam, et tenir un discours, c'est complètement surréaliste. Mais personne n'oserait... C'est que de la magie, c'est absurde, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jacques de Guibon m'a confié la lourde tâche de faire la pub de sa revue. Parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire avant de partir, donc je le fais volontiers, mais ne me demandez pas de vous en parler, je ne suis pas capable. Il y a peut-être une question, justement, qui divise, c'est cette question, finalement, de la... Voilà, ceux qui disent, ben non, on ne peut pas accueillir les migrants parce que ça constitue une forme d'injustice vis-à-vis de nos pauvres. Voilà, il y a des Français qui sont pauvres, il y a des gens qui sont pauvres chez nous, donc pourquoi ils passeraient avant, ou voilà, qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je me réjouis beaucoup de cette soudaine affection immodérée que beaucoup éprouvent pour les SDF. Et je me dis, que n'ont-ils accueilli il y a 10 ans des SDF avant que les migrants arrivent? Ouais. Alors, il y a les gilets jaunes, mais il y a plein de gens qui protestent aujourd'hui, certains qui sont dans une vraie difficulté, d'autres qui protestent parce qu'ils en ont marre, tout simplement, sans pour autant être à la rue. Voilà. Mais parce que toutes ces questions, moi je pense que vraiment je reviens comme si j'étais un petit peu monomaniaque, mais parce que pour moi, il faut qu'on se dise et qu'on se répète que le danger pour nous aujourd'hui, c'est pas les migrants, c'est pas le terrorisme musulman, l'islamisme, c'est pas l'islam, c'est l'argent. C'est la divinité qui s'appelle l'argent, auquel nous avons vendu notre civilisation, auquel nous vendons parfois notre âme, et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on crève tous de ça. Je racontais à l'un d'entre vous que hier ou avant-hier, je parlais avec un ami jésuite qui était à La Réunion. Je sais que La Réunion en ce moment, ça pète dans tous les sens. Et il me disait, je parlais avec un jeune gilet jaune, qui me disait, moi, je me bats parce que je gagne 1500 € par mois, ce qui est assez peu, mais je dépense, j'ai besoin de 2000, il disait. J'ai besoin de 2000 pour vivre, et je n'ai que 1500. Puis le même garçon, après un silence, dit à ce jésuite, il dit, mais en fait, je m'aperçois en vous disant ça que si on me donnait 2000, j'aurais besoin de 2500.
Et en fait, il y a quand même une vraie question qui nous est posée aussi là-dessus. C'est-à-dire que qu'il y ait des gens pauvres, c'est indéniable. Qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est indéniable. Donc ça, il faut évidemment, par toutes les manières qu'on peut, venir en aide à ceux qui sont dans cette situation-là. Mais il faut aussi mesurer, et encore une fois, je reprends ce que les chants du pape François sur la sobriété, l'appel à la sobriété de nos vies. Voilà. De nos vies. À commencer par moi, mais en vous parlant, je me prêche à moi-même, c'est bien sûr. C'est que c'est facile de parler de ça. Moi, je suis venu ce matin en TGV de Paris, je repars en TGV ce soir. Je ne vis pas comme un pauvre. Je ne vis pas comme un pauvre. Je ne prétends pas vivre comme un pauvre. Mais je me dis, mais n'empêche que peut-être que je pourrais faire en sorte de vivre moins comme un riche. Et ça n'aidera pas forcément immédiatement celui qui est pauvre, mais ça y contribuera quand même aussi. Parce que manifester que dans nos vies, il y a autre chose comme ambition que d'avoir besoin de 500 € toujours en plus de ce que je peux disposer aujourd'hui. Peut-être donner un élément complémentaire par rapport à la question de ce risque de mise en concurrence des pauvretés, là, si je le formule autrement. Nous, on a vécu ça au moment de Charlie, quand il y a eu donc l'attentat au Bataclan. Et donc, tout de suite, on a, un certain nombre d'équipes, on a des groupes de personnes en précarité qui se retrouvent régulièrement pour échanger, prendre un repas, un café, l'entraide, tout ce que vous voulez. Et il y a effectivement eu des groupes où c'était chaud. C'est-à-dire, ce que disent certaines personnes précaires, blanches, si je la fais courte, par rapport à d'autres, par rapport aux migrants, c'est sûr que à réguler, c'est pas forcément évident. Donc, les préjugés ne sont pas réservés aux riches. Et ça demande un vrai travail, mais ce travail, on a à le faire. On a vraiment à le faire, justement. Donc c'est une vraie question, hein, c'est une vraie réalité. Hein. C'est pas si facile que ça, et nous, c'est notre travail aussi d'accompagnement. Quand on est dans des situations de grande précarité, d'être spontanément dans la générosité vis-à-vis de toutes les catégories de la population, c'est pas forcément certain, bien que, pour tempérer mon propos, pour moi, les personnes les plus solidaires que je rencontre, c'est les plus pauvres. Est-ce que vous dépolitisez pas un peu la question tous les deux, en fait? C'est-à-dire que la question de la richesse, c'est pas qu'une question de rapport individuel à la richesse. C'est une question de qui possède la richesse et qui la partage. Et ça veut dire que la sobriété individuelle des classes moyennes, pourquoi pas? C'est très bien, mais le problème, c'est que 8 personnes détiennent, si je bonne mémoire, 50% de la richesse mondiale. C'est que ceux qui détiennent la richesse la détiennent au prix de la dévastation du globe, de la nature et des populations d'ailleurs et d'ici. Et donc le problème, il est là, il faut tenir à la racine, puisque ensuite disons les prolétaires blancs racistes, leur racisme consiste à dévier leur colère, qui devrait porter sur la question du partage des richesses, en la faisant porter sur le pauvre qui devrait être son allié politique C'est vrai, mais enfin, je suis d'accord avec toi. En même temps, je me dis que je peux toujours, moi, dire et militer pour que tel milliard, pour que Bernard Arnault donne de l'argent ou je sais pas quoi, mais la question c'est d'abord moi. C'est que les États collectivement, on peut dire les riches doivent faire, les États doivent faire, il faut effectivement avoir cette volonté-là, mais il faut aussi être prêt à changer soi-même de comportement et de mode de vie aussi, parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir comme on disait tout à l'heure, le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut apprendre à être responsable. Voilà. On ne peut pas dire je veux plus d'argent pour moi et en même temps payer moins d'impôts, je veux plus de machin et en même temps moins de ça, etc. C'est pas possible. Pas possible. Donc il faut quand je disais tout à l'heure, en parlant des SDF, moi il faut aussi être lucide sur le fait qu'il ne faut pas instrumentaliser les pauvres dans nos combats. Or moi je trouve qu'on instrumentalise facilement les gens dans nos combats.
Et pour moi, un des signes clairs aujourd'hui, c'est la question des gilets jaunes, c'est une autre affaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire les mêmes qui, pas les mêmes, mais disons certains qui, il y a 6 mois, disaient c'est des bidochons et des ploucs. Maintenant que c'est des gilets jaunes, on leur trouve des vertus exceptionnelles. Donc, les mêmes qui disaient ça. Les mêmes qui disaient ça. Donc c'est amusant, enfin, c'est en même temps un peu cruel. Et les mêmes qui disaient il y a 10 ans des SDF, ils ont qu'à bosser et à moins boire, aujourd'hui ils disent il faut qu'on les accueille. Donc, c'est quand même, ça me fait doucement rigoler. Donc c'est bien, on se convertit progressivement, mais il faut être aussi cohérent, quoi. Voilà. Et moi j'aimerais bien que, moi je te dis, je suis ravi de cette progression, c'est plutôt bénéfique. Excusez-moi, je suis sidérée parce que vous ne parlez pas en termes d'insertion au niveau de l'apprentissage du français, du logement et du travail. Ce sont 3 volets extrêmement délicats. Moi j'ai travaillé 38 ans au milieu réfugié et je suis étonnée qu'on n'en parle pas ici. Ben, je suis ravi que vous posiez la question, mais n'en parlez pas. Parce que probablement que, mais ça je vais laisser mon voisin en parler mieux que moi parce qu'il est sur le terrain et moi pas. Et moi ce qui me semble en tout cas très très marquant, c'est cette difficulté qu'on a aujourd'hui en termes notamment d'apprentissage du français. Voilà. Avoir une politique publique qui soit cohérente et qui soit volontariste. Il y a un travail qui se fait magnifique au niveau des associations, au niveau local, au niveau, j'allais dire du bricolage, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, mais de l'initiative individuelle des uns et des autres. Mais il n'y a pas de possibilité d'insertion s'il n'y a pas une maîtrise de la langue. Voilà. Et il faut, et c'est là où l'État n'est pas assez cohérent, c'est que l'État devrait exiger cette maîtrise de la langue. Et en l'exigeant, donner les moyens qui soient possibles. On a réussi à apprendre l'allemand à 1 million de réfugiés en quelques mois. Et l'allemand, c'est au moins aussi compliqué que le français. Je ne suis pas sûre qu'il soit arrivé à ça. Enfin, en tout cas, à quelques centaines de milliers de gens. Au niveau des papiers. Mais il y a, parce qu'il y a, je pense, mon sentiment, c'est qu'il y a un désir de toute façon que les choses ne se fassent pas ou qu'elles se fassent au bricolage, parce qu'il n'y a pas de volonté publique que les choses s'arrangent. Parce qu'il y a une volonté. Il y a de la difficulté de terrain, parce que essayer d'apprendre le russe en 3 mois, vous n'y arriverez pas. Ni à faire des papiers, c'est vraiment compliqué. Si vous avez des professeurs qui vous prennent 5 heures par jour. J'ai été professeur. Mais on voit bien sur le terrain, j'ai fait le suivi des réfugiés dans leur famille, dans leur logement. Mais j'étais là en train de faire leurs papiers. Ils ne peuvent pas comprendre ce langage que déjà des Français ne comprennent pas. Non, c'est vrai, il faut être honnête. Il y a des tas de termes qu'on ne comprend pas. Non, mais il y a un autre problème, c'est que les cours de français, nous, on a plus de 100 femmes qui apprennent le français aux entreprises sociales. Le problème, elles ont ça 3 heures par semaine. Mais sitôt rentrées chez elles dans leur communauté, ça reparle leur langue. Donc, le problème, c'est qu'elles sont entretenues quand même dans leur culture avec leurs enfants, bien évidemment. Alors, les enfants, c'est pareil, on leur apprend le français à l'école. Ils le parlent mieux que leurs parents. Et tout le problème qu'on a dans l'entretien scolaire, c'est qu'effectivement, on les aide dans le quotidien. Une fois rentrés chez eux, eh bien, malheureusement, ils sont heureusement dans leur famille, et ils n'entendent plus parler. Les parents sont incapables de les aider à faire un de français, à prendre le son ou leur faire des signes poétiques. Donc le problème, c'est que malheureusement, elles se donnent la volonté d'apprendre la langue, mais on les a 3 heures par semaine, et puis après, elles vivent, vous savez bien, dans certains quartiers, c'est très communautaire, donc ça parle, elles se réunissent entre elles, et on entend parler toutes les langues de la terre. Hein. Donc, voilà, et c'est très long, l'apprentissage, et c'est très contraignant, ça leur demande beaucoup d'énergie. Alors que l'État ne met pas les moyens, sûrement c'est insuffisant, mais en tous les cas, il nous pousse, en tous les cas, nos financeurs nous poussent à vraiment avoir ces ateliers socio-linguistiques, ils nous le demandent et ils nous les financent. Un dernier mot, Pierre Keller, avant d'achever cette table ronde. En fait, moi je voulais excusez-moi, il n'y a pas de question, mais je voulais vous parler de quelque chose. En fait, il y a eu, ces derniers mois, je crois, à la demande de la conférence des évêques, une étude qui a été faite, un sondage qui a été fait par un organisme qui s'appelle Maureen Common, pour le Secours catholique, le CCFD, JRS, donc les jésuites, et puis une 4e que j'ai plus en tête, je retrouve mon papier, qui était une analyse sociologique de qu'est-ce que pensent les catholiques de France par rapport à la question des migrations. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que, contrairement à une crainte qui avait pu germer que finalement, majoritairement,
les catholiques sont quand même pas bien chauds pour l'accueil des migrants. En fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça et nuancées que ça. Et l'étude a identifié 4 familles sociologiques, on va dire, de catholiques. Les catholiques multiculturalistes, qui sont 21%, en fait 4 catégories, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5 finalement, qui sont assez, de taille assez proche. Les multiculturalistes, c'est ceux qui pensent que les migrants font des efforts pour s'intégrer, qu'ils enrichissent l'identité de la France, et que la France a le devoir de les accueillir, de respecter leurs droits, et que le pape il a raison. Ça, c'est 21%. Ils sont plus jeunes, plus diplômés, pas forcément beaucoup de moyens, ils votent un peu plus à gauche. Catholiques libéraux. La France va dans le bon sens, la mondialisation l'a enrichie, elle ne serait pas ce qu'elle est sans l'immigration, les migrants font des efforts pour s'intégrer, l'islam n'est pas un problème, mais quand même les migrants musulmans, il faut qu'ils restent discrets. L'identité catholique est un héritage humaniste, etc. Ça fleure un peu la Macronie. Donc ça, attendez, les libéraux, il y en a 24%. Mais parmi ceux-là, il n'y a que 20% de pratiquants, alors que dans la première catégorie, il y en avait un quart. Ensuite, vous avez les nationalistes sécularisés, plutôt des 35-49 ans, moins diplômés, revenus moyens, pas pratiquants, qui disent que la situation de la France est dégradée, l'impact de la mondialisation sur l'économie est négative, l'État fait des migrants sa priorité aux dépens des gens comme nous. L'islam n'est pas compatible avec la société française, l'identité catholique fait partie du paysage de la France, mais elle n'est pas centrale. Voilà. Et ensuite, vous avez les catholiques nationalistes qui disent plus fermement que la situation de la France s'est dégradée, elle doit se protéger du reste du monde, il faut fermer totalement les frontières, il n'y a pas de France sans chrétienté, il faut réaffirmer l'identité chrétienne de la France. Donc ça, c'est les catholiques nationalistes, mais ils sont que 15%. Et les derniers, qui sont intéressants parce qu'ils sont au milieu de tout ça, c'est les catholiques en insécurité culturelle, 22%. L'identité, alors plus de femmes, plus de 50-75 ans, voilà. L'identité de la France est en train de disparaître. Bon, la foi pour nous c'est important. L'islam a une influence de plus en plus forte, c'est vrai, mais la plupart des musulmans, ils ont des valeurs similaires aux valeurs des catholiques. Et sur l'immigration, il faut être modéré, le pape n'a pas de tort, enfin bon. Donc voilà, je vous dis ça pour dire, premièrement, cette étude existe, je vous donne juste quelques flashs comme ça, et ça vaut le coup de s'y plonger éventuellement. Et elle montre surtout que les catholiques sont ambivalents, parce qu'à côté de tout ça, une majorité de tout ce monde-là continue à faire des dons. Face à des situations concrètes, va continuer à être solidaire. C'est plutôt les 2/3 des catholiques, toutes, je dirais, catégories confondues. Voilà. En tout cas, c'est pour dire, ces questions-là sont étudiées, on essaie d'étudier un peu sérieusement, et après de se dire, mais finalement, en fonction des différentes positions, qu'est-ce que nous, chrétiens, on a à faire pour éventuellement se comprendre, dialoguer, faire évoluer le regard, ainsi de suite.